Salut l'équipe. Pendant que le play-in fait rage et que j'attends les playoffs chauds comme un bras zéro, certaines équipes sont-elles déjà en vacances? Et pourtant, elles ont parfaitement rempli leur contrat de saison, à savoir être nul à chier sans que ça se voit, ou presque, et surtout en obtenant les 14% de chance d'obtenir le prochain numéro 1 de draft. Pas simple, mais quand on est les Spurs, on fait les choses toujours très bien. Ils sont forts ces Spurs, vraiment très forts. Et même quand ils sont nuls, ça reste les meilleurs. Que ce soit dans la course au titre ou au tanking, San Antonio connaît l'histoire. Mieux que Gims connaît celle de l'Égypte et de l'électricité. En même temps, vouloir gagner des matchs l'année où le plus grand prospect de l'histoire se présente à la draft, c'est comme avoir un plan cul exclusif, ça n'a aucun sens. Et ça, Greg Popovich le sait. Une victoire en 17 matchs entre novembre et décembre, une série de 16 défaites d'affilée entre janvier et février, un joueur qui fait des hélicobites dans le couloir du centre d'entraînement. La même chose à New York ou à Los Angeles, c'est émeute dans la ville et envahissement de terrain. Mais pas à San Antonio. Déjà, en 96-97, les Spurs avaient gentiment tanké en remportant à peine 20 victoires avant de récupérer Tim Duncan. Cette année, San Antonio fait à peine mieux avec 22 victoires. Je vous le dis, chez les Spurs, tout ce qu'on fait, c'est fait avec excellence. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, le dernier avant les playoffs, ça y est, on y est, mes loulous, on est en playoffs, le meilleur moment de la saison. Avec moi cette semaine, un duo de poids et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de choses à raconter. Thomas et le Kev sont de retour, ça va les amis? Ça va super, ravi d'être là avec Kevin, en plus il a plein de trucs à nous raconter donc je suis content d'être avec toi. Ça fait un petit moment déjà. Mais oui, qu'est-ce que tu racontes? Toujours pareil, là je bosse sur l'ouverture de mes nouveaux restaurants, à Charenton. Ok. Ah, on se rapproche. On se rapproche de Paris. Là, on aura On a plus fermé à d'excuses. Massy, on a fermé à Massy et on se rapproche de... Là, on n'aura de plus Paris. d'excuses pour ne plus aller te voir. Exactement. Voilà, Charenton. J'aurais plus d'excuses pour pas vous inviter. Ah voilà, c'est vrai qu'on ça, était c'est pas pas Kevin, invité ça. aussi. Honte à toi, shame on you, Kevin Séraphin. Tout va bien? Ouais, impeccable, franchement on vit une belle semaine de play-in. Honnêtement, c'est bien d'être passé dans des matchs à intensité. Enfin ça marche pas pour tous les matchs de play-in, mais on a vu 3 matchs sur 4 très intéressants. Ouais. C'est vrai, on pense à nos amis de Floride, hein, qu'on embrasse évidemment. Pas avant de rentrer dans l'émission, vraiment complet, on va revenir sur ce qui s'est passé dimanche dernier, lundi dernier, jour férié de Pâques. On a eu Victor Wembanyama pendant 1h15. L'émission, on vous en a mis un petit extrait lundi dans la libre antenne. Extrait, je dis bien parce qu'il y avait des mecs très énervés, j'ai l'impression qu'on leur a menti, c'était une promesse électorale, tu sais. L'émission, la première partie, c'est une émission d'1h15 coupée en deux. Première partie dimanche, deuxième partie le dimanche d'après. On va vous mettre un extrait, d'accord? Donc c'est un truc de 1 minute, 1 minute 30, d'accord? Donc ça s'appelle un extrait, donc il n'y aura pas toute la vidéo. Toute la vidéo, ça sera dimanche la première partie et dimanche la partie d'après. C'est bon? Extrait. J'en ai marre. De toute façon, tu prends plaisir aussi à répondre aux questions. À Vegas, on a eu ce sentiment, parce que les petites phrases, elles sortent un peu naturellement. Là, je te vois parler, j'ai l'impression que tu prends plaisir à répondre Ouais, bien sûr. à toutes les questions. Bah, ouais, parce que ça me permet, voilà, quoi, des questions. Enfin, ça me permet de m'exprimer devant le public et de dire ce que je pense, en fait. Donc, moi, j'aime bien. C'est important aussi pour toi de faire passer, de dire qui tu es. On a l'impression. Ouais. Alors nous, on a la chance, mine de rien, de connaître ton entourage, de te voir régulièrement jouer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'impression que peut-être tu es un peu aussi. C'est déjà dans les nuages, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, oui, ça serait dommage de donner cette impression, en fait. Ce serait dommage de passer pour un gars qui s'en fout de tout, qui calcule plus la France ou quoi. Même un intouchable, tout simplement. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais, un intouchable, quoi. Ce serait dommage de Ça passer. viendra avec le temps, ça t'inquiète. Rendez-vous donc dimanche 16, ce dimanche-là, pour 42 minutes sur la première partie, il y a un petit peu plus de 30 sur la deuxième partie, le dimanche 23, voilà. Plus d'1 heure d'interview de Victor Wembanyama en 2 parties. On a hâte, vous allez vous régaler, vous allez voir, il nous a raconté beaucoup de choses. Victor, avant de se plonger dans le sommaire de l'émission, 2 choses. La première chose, c'est qu'on a une équipe française qui vient de gagner une nouvelle Coupe d'Europe. Après Bourges la saison dernière, l'Eurocup reste en France puisque les filles d'Asvel se sont imposées face à Galatasaray, plus 40, plus 39 au premier match, plus 28 en Turquie. Pas bravo Galatasaray, mais surtout un grand bravo aux filles d'Asvel qui ont roulé sur cette finale de l'Eurocup. Prochaine étape chez les filles, après Bourges et l'Asvel en Eurocup, on espère qu'une nouvelle équipe française sera capable d'aller gratter une Euroleague. C'est ça le next step. Ah, l'année prochaine, avec plaisir. On espère en tout cas.
Dernière chose avant de se plonger dans le sommaire, Kevin, je voulais qu'on revienne avec toi sur ce qui s'est passé entre Rudy Gobert et Kyle Anderson. On a tous vu ces images, on en a parlé nous lundi dans une vidéo spéciale, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus, toi en tant que joueur, en tant que mec de vestiaire qui a vu pas mal d'échauffourées. On sait que ça arrive, nous-mêmes à nos petits niveaux, on a vu des choses comme ça se passer. J'aimerais qu'on ait ton avis là-dessus. Ben, il y a eu 2 grosses erreurs, vraiment, pour Rudy dans cette situation, de ne pas avoir contrôlé ses émotions. Mais en même temps, quand tu es dans cette position et que il te parle, il y a tout le monde, on est sur le banc, le mec il parle, il y a l'ego qui rentre en jeu, ça peut être dur à contrôler, ça peut être dur. Et la deuxième, ben, c'est d'avoir voulu gérer ça tout de suite. Il aurait pu attendre clairement à la mi-temps, attendre et de parler dans le vestiaire et au pire de régler ces trucs. Comme la plupart du temps, ça se fait. Donc c'est vraiment là, le fait d'envoyer cette image, ben, c'est l'une des erreurs. Maintenant, des choses comme ça arrive tout le temps. Pas que 2 coéquipiers se battent sur un banc, ou en tout cas qu'il y ait une altercation, mais dans le vestiaire. Comme on l'a déjà dit, c'est pas faire l'apologie de la violence, c'est dire la vérité. On le fera jamais. Voilà, Non, jamais. Condamne à c'est fond. dire la vérité comme elle est, en fait. Et la vérité aujourd'hui, c'est que c'est des hommes, c'est des égos très forts, parce qu'on parle de joueurs, des gens qui inspirent tout le monde, qui donnent, c'est des égos très forts dans un vestiaire, en fait. Et tu vois, je compare toujours ça un peu avec le zoo. Si tu mets 15 lions dans une cage, je te garantis que tous les jours, les mecs du zoo, il faut gérer une baston, en fait. Et c'est un peu... Non, mais c'est un peu ça, en fait. clair, Parce que c'est un rien, on a chacun notre niveau de sensibilité, avec nos blessures du passé et tout ce qu'on a fait. Un rien peut déclencher quelque chose. Et il suffit juste du bon mot pour déclencher quelque chose. Donc sur ça, je ne vais pas condamner Rudy. Ça arrive tout le temps, on l'a vu, hein, il y a eu dans l'histoire. On a eu une au début de la saison avec Draymond. Le seul truc qui m'a un peu inquiété, c'est que lorsque Rudy envoie la kiné qui le tient, et lorsque Rudy envoie sa patate ou sa push, je ne sais pas ce qu'il a fait, vraiment ce qu'il a envoyé, tout le monde se met du côté de Cal et tu vois qu'ils ont pris leur côté. Alors que lorsqu'on regarde et qu'on voit Draymond lorsqu'il tape Poole, j'ai pas vu l'équipe prendre parti. Donc je sais pas si c'était parce que c'était pendant le match, que tout le monde a compris tout de suite que c'était pas une bonne chose. Mais c'est le seul truc qui m'inquiète vraiment. Et là, ça revient à me demander à quel point Rudy est intégré dans l'équipe. C'est une bonne question. Voilà. Ouais, c'est une bonne C'est question. vrai que moi, la réaction de Terran Prince m'a surpris. Ah. J'ai pas vu un mec qui voulait séparer, j'ai vu un mec qui choisissait Défendait un son côté. pote. Voilà. Après, on a le droit d'avoir des Ouais. Totalement. inimitiés et des amitiés plus fortes que dans Bien une équipe. sûr. Mais c'est vrai que je me suis dit, ah, toi, tu as choisi ton équipe. Et ce qui peut arriver, hein, Oui. mais c'est vrai que c'est une bonne question que tu soulèves. C'est à... Et je me suis posé la question. Et tu vois, par rapport au trade qui est arrivé, il y a 10 joueurs, même s'il y en a 5 actifs et 5 pics. Il y a 10 joueurs, l'équivalent des joueurs, une équipe qui est partie pour Rudy. Les mecs ont peut-être dû voir des mecs qu'ils aimaient bien partir. La saison ne se passe pas comme on l'aurait voulu. Je crois qu'ils sont à 42-40. Donc, je me dis, il y a peut-être cette frustration d'un côté, Rudy de l'autre côté, qui individuellement, ça se passe pas forcément. Quand je vois que Anthony Edwards, de la saison, lui passe rarement la balle, ou ils sont toujours. Donc, je me suis demandé à quel moment. Et le plus gros indicateur pour moi, c'est que je connais Rudy depuis quoi. Moi, j'ai 16, 17. Lui, il en a 14, 13. Depuis qu'il a 13 ans, je connais Rudy. Et ça a toujours été un bon gamin. Et une chose est sûre, c'est que c'est un métis dans l'âme. Genre, il est toujours apprêté. Il a toujours ses contours, sa barbe. Messoin, tu veux Voilà, dire. c'est vraiment un petit messoin. Et en fait, ça m'est arrivé de regarder plusieurs matchs et de pas le voir apprêté. Ou ses cheveux, ils sont pas faits, ou sa barbe, elle est pas. Et en fait, je me suis demandé, mais il va bien, Rudy. Genre, et qu'est-ce qui se passe cette saison, tu vois Est-ce que le changement, est-ce qu'il s'est vraiment adapté encore à ce trade Est-ce qu'il a vraiment fait le deuil, tu vois, de Utah? Quand moi, je sais qu'avec Washington, ça m'a pris un peu de temps avant de laisser à New York. Limite, le fait d'avoir Washington, ça me gâche un peu mon année. Alors que si j'avais juste avancé, je serais passé autre chose. J'aurais peut-être pris les choses. Et surtout que j'avais un coach à l'époque, Derrick, qui voulait me donner une chance. J'aurais dû prendre cette chance. J'aurais dû avancer, me concentrer sur New York. Mais j'étais encore sur Washington. Donc je me demande est-ce qu'il a vraiment fait ce deuil. Et c'est des questions. Et tu vois, quand c'est facile d'être chez soi et de juste dire ah si ça en fait c'est facile de se dire ah mais c'est bon il fait plus de 20 millions l'année. Mais non en fait c'est moi qui étais dans cette position.
Je vous garantis, quand l'environnement il n'est pas propice, quand tu es dans un vestiaire et tu ne te sens pas chez toi et tu ne te sens pas à la maison, alors il était à Utah, il était dans une équipe pendant 9 ans, il a été, c'est ça, 9 ans, 10 ans, il était là et il se sentait comme une famille. Comme moi, à Washington, j'étais dans une famille. Quand je pars et que je suis l'un des derniers survivants avec John et que je pars, j'arrive dans une équipe maintenant où je suis vraiment un joueur comme tout le monde. Et tout le monde, c'est plus la même chose, tu vois. Et Tu passes du cocon familial au business. c'est ça, quoi. en fait. Écoute, on verra. Exactement ça. Ouais. Donc, tu vois, et tout en sachant que ça se fait pas à son poste. Il a un mec qui est expert de l'attaque. Il y a plein de choses qui se passent. Alors ça, tu vois, moi, j'ai pas pris. Je me suis juste c'est le résultat De plein de choses. de plein de choses et peut-être d'une année de frustration. En tout cas, on a vu Kyle Anderson qui a de nouveau calmé les choses sur l'explication. Rudy a été suspendu. Et si on peut dire ça, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il a quand même, dans la défaite face aux Lakers, énormément manqué à cette équipe. Mais on va y revenir, justement, parce que dans le sommaire, vous allez voir, on va revenir dans les news sur tout ce qui s'est passé dans le play-in. On fera aussi un grand débat autour de la série, certainement la plus excitante, entre les Suns et les Clippers. On fera une palette pour revenir sur Julius Randle et la défense que va pouvoir lui proposer nos amis des Cavs. Et on finira, comme d'habitude, avec le moment préféré de Kevin Séraphin, c'est le quiz. Allez, avant le quiz, il y a quand même les news. Envoie le boudin. Allez, on commence avec le plus chaud et la belle surprise que j'avais annoncée. L'expérience, pas l'expérience. Thomas Dufan s'est complètement planté cette nuit. Mais au-delà de Thomas et Erwan qui a raison, Thomas qui se trompe, on a surtout vu Thomas, une équipe d'OKC grande. Un grand bravo à cette équipe d'OKC qui va sur le parquet des Pelicans s'imposer 123-118. Un grand Shai, mais un grand Josh Giddey. On avait envie de dire une belle équipe. Bah, c'est clairement le meilleur match de ces 4 matchs de play-in là, de lundi soir et mardi soir. Enfin, mardi soir, mercredi soir plutôt. C'était un match, franchement, superbe. Je vous conseille à tous de le regarder en entier. Tant la fin de match est incroyable et le mano à mano des 48 minutes est superbe. Tu as raison, tu parles de Shai, c'est celui qui va ressortir le plus, comment il a dominé dans le money time, etc. Mais en fait, c'est pas lui qu'on doit amener, enfin, dont on doit parler en premier. C'est d'abord la première mi-temps de Lou Dort avec ses 20 points où il fait des trucs. Je savais même pas qu'il était capable des tac drive, Thomas ligne de fond, end one. Je sais qu'il est capable d'envoyer des flèches, de bien défendre, parfois d'avoir du leadership dans l'intensité et tout. Il finit à 27 points, c'est son meilleur match de la saison. Au 4 sur 8 à 3 points, il a été fabuleux dans la première mi-temps. Et Josh Giddey, fabuleux aussi tout au long du match. Donc tu as raison, c'est une belle victoire d'équipe pour donc la plus jeune équipe de NBA et la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire de la NBA. Franchement, c'est un incroyable exploit qu'ils ont réalisé sur la saison, mais hier soir encore plus. Ils ont validé l'exploit, voilà. C'est une équipe plaisante, Kevin, à voir. On sait que moi, je les ai souvent critiqués parce que à vouloir enchaîner les tours de draft, à mettre des jeunes sur le terrain, on a l'impression que c'était un centre de formation. Moi, ma théorie, c'est que quand tu es en NBA, tu te dois d'avoir un minimum une volonté de résultat. Là, cette année, le Thunder, c'est une équipe archi excitante. Ça a commencé avec une vision. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas tous les éléments. Donc, c'est vrai qu'on se demandait tous pourquoi il y a autant de mouvements. On a l'impression que depuis qu'ils ont cassé leur groupe, ils n'ont jamais pu vraiment retrouver leurs appuis. Ils sont toujours en train d'échanger. Et c'est vrai que là, ça commence à payer. C'est quand la dernière fois qu'ils ont eu accès aux playoffs? C'était pas en 2000. C'était avec Chris Paul et Schroeder. C'est vrai. Chris Paul, Schroeder et Paul George. Il y a 3 ans, 2 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans maintenant, ça passe vite, hein, donc difficile. Mais ouais, il y a 3 ans, tu as raison. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils activent, donc ils sont 10e de cette conférence Ouest. Le play-in permet de jouer une fin de saison excitante. Tu fais l'exploit à l'extérieur contre les Pelicans, on en reparlera vite fait, les Pelicans. Tu t'octroies sur un dernier match d'accéder à la 8e place et donc de faire les playoffs. Tu gagnes énormément de temps dans ce projet, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Ça reste une surprise de les voir à ce moment-là, enfin de les voir à ce niveau-là. Chet Holmgren va arriver. Ils ont un nombre de premiers tours sur les 4 premières années. Donc les 4 prochaines années, ils ont 15 premiers tours de draft. Ça n'a aucun sens. Donc il y a beaucoup. Tu parles de vision, tu as raison. Sam Presti va pouvoir s'amuser, que ce soit aller chercher des jeunes potentiels. Il en a déjà beaucoup. Mais pourquoi pas enfin aller chercher un mec plus vieux, avec plus d'expérience pour accompagner Shai Gilgeous-Alexander, qui est un joueur exceptionnel, qui devrait être, pourquoi pas, All-NBA First Team. Alors, leur saison n'est pas finie, on va en parler. Ils affronteront donc les Timberwolves avec le retour du Rudy Gobert pour accrocher, pourquoi pas, le 8e spot à l'Ouest. Mais il n'empêche que cette saison-là, donc ici, on peut dire qu'elle est d'ores et déjà réussi, et que la suite, surtout, tu parlais des 15 tours de draft, mais on parlait qu'ils ont du pognon aussi à offrir, qu'ils ont déjà une superstar installée à l'image de Shai Gilgeous-Alexander.
Là, honnêtement, ça a mis du temps. On a eu du mal. Tu parlais de Pas du vision. temps, non, 2 ans, c'est rien dans la NBA. Hein. Du temps, c'est les Kings. Tu vois ce que je veux dire Bah ouais, c'est ça le truc. C'est du temps, finalement, quand tu arrives à rebondir en 2-3 ans, allez, 3 ans, pour moi, c'est pas long. C'est pas long, surtout si tu arrives à avoir derrière un vrai espoir de voir plus grand. Alors, ils n'en sont pas encore là, les ambitions, hein, on va se calmer, mais en tout cas, voilà, un vrai pas dans les résultats et sur le corps qu'il y a dans l'équipe. Parce que hier, quand je vois, j'aime bien cette photo derrière, quand je vois, donc Shai est peut-être le meilleur meneur NBA de cette saison. Il me fait penser à un rappeur. Et, Un rappeur et par contre, Josh Giddey, ouais. Josh Giddey, qui est un vrai joueur, qui a du talent. Un vrai meneur lui aussi, c'est ça qui est dingue. Qui est un vrai meneur lui aussi. Je me souviens l'année dernière, quand on avait fait Evan à New York, il venait de perdre face au Casey. Josh Giddey avait fait un match énorme. Je lui dis, Triple-double pour son premier match. Et il me dit, Ouais, je lui demande, mais il a quelque chose. Il me fait, ouais, il a vraiment un truc. Et hier, je le vois dans un match couperé de play-in, monsieur. Voilà, Ouais. je vis pour ces moments-là. Je me dis qu'ils ont un backcourt qui est déjà installé. Ils ont Jalen Williams, pardon, qui va sûrement finir Jalen deuxième. et Jaylin. Ouais, qui va sûrement finir deuxième du rookie de l'année. Ils ont l'autre Jalen qui a joué pivot hier, qui est plus un poste 4, qui a été vaillantasse face à Valanciunas. Ils ont une profondeur de banc. Il y en a 2 petits Français qui n'ont pas joué malheureusement. Mais cette équipe-là, honnêtement, aujourd'hui, elle est Ils sont à poil complet. Ils ont Dario Saric, j'entends qu'ils sont à poil. C'est juste que. sur le poste 5, oui. Mais même globalement, moi je trouve qu'ils n'ont pas du tout de profondeur. Ils ont surtout plein de bons joueurs qui est une expression collective qui est exceptionnelle. Ils n'ont aucune profondeur. Ils ont peu de joueurs dans l'équipe. Je suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va dire des Suns alors tout à l'heure ou des. Mais non, mais ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont plein de bons joueurs et l'expression collective est dingue. Ils jouent pas à 7. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, tous les joueurs qui rentrent, les Isaiah Joe qui tirent à 3 points, ils vont évidemment, je pense, bouger pour avoir une profondeur peut-être plus solide. Mais ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent envoyer. Et ce que j'adore avec cette équipe, c'est que tous les mecs qui rentrent pour jouer 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes, ça défend, ça court. Il n'y a pas de différence d'intensité, de talent peut-être, pas d'intensité. Tout le monde semble marcher en tout cas dans le même sens. Il n'empêche, un petit mot donc sur les Pelicans qui pour le coup sont éliminés. C'était notre coup de cœur de fin de saison dernière avec ce premier tour de playoff face aux Suns. Il y a eu un bon début de saison, il y a eu la blessure de Zion et finalement, malgré une bonne fin de saison régulière, ils se font sortir en play-in. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison des Pelicans? Elle est très décevante. Elle est très décevante parce que... Alors, avant de parler de Zion, je pense au match d'hier. Moi, je les voyais grands favoris. En même temps, quand tu as l'expérience, le talent, le vécu collectif aussi, hein, de ton côté, et jouer à domicile, franchement, elle est catastrophique, la défaite d'hier. Ils sont à +9 dans le 3e quart. Ils sont cata dans le 3e. Ils n'arrivent pas à s'y remettre. Finalement, ils s'offrent une fin de match. Mais disons que c'est un mauvais signal que tu envoies à ta fanbase. Alors eux, ils étaient plutôt positifs, c'était une bonne saison, c'est difficile, mais voilà, Zion n'est pas là, on ne comprend pas pourquoi il ne joue pas, parce qu'il s'entraîne, il s'échauffe, il n'a peut-être pas une forme de match, sinon il jouerait, mais il manque leur superstar sur le terrain, et moi je pourrais comprendre qu'il commence à avoir de vraies frustrations vis-à-vis de Zion. Là, qu'il ne joue pas hier, moi ça me fout la haine. Tu vois, donc voilà, c'est difficile de le lire, parce qu'il y avait de l'ambition, parce qu'il y a beaucoup d'espoir autour de cette équipe, et qu'ils n'actionnent pas les playoffs. Alors qu'ils y étaient l'année dernière. Je rigole parce que quand tu as dit la fanbase, je pense que ça fait un moment que les fans de New Orleans ne s'attendent pas à voir leur équipe en playoff. En tout cas, tu vois, ça fait un petit moment en tout cas que la gestion elle est un peu bizarre. Tu vois, c'est vraiment une équipe. Bon, Sacramento cette année, ils ont réussi à remonter, mais c'est un peu la même catégorie. Limite pour moi, à un moment, je sais même pas si dans le futur ils vont continuer. À un moment, je pense qu'ils vont juste changer, rajouter des équipes dans des villes différentes et il y a des équipes qui vont être amenées à disparaître. Tu penses aux Pelicans qui partiraient peut-être un jour? Oui, parce que ça fait un moment, il n'y a pas de truc et je trouve que la gestion du club est pas si top. C'est une belle ville, il y a de la bonne bouffe, mais c'est vrai que... carnaval. mais c'est vrai que New Orleans, mais après, j'arrive pas et en fait, même avec Zion, avec les choses comme ça, avoir un tel potentiel et qui joue pas, au bout d'un moment, il y a des choses à faire et il y a des moves. Je sais qu'ils ont mis dans les clauses du contrat, ils ont mis des choses, mais au bout d'un moment, il faut commencer à voir ce qui va se passer. Parce ce qui est terrible avec Zion, c'est que c'est tellement, il change tout quand il est là, quand il n'est pas là. Et le bilan qu'on peut faire, même si dans conférence de presse, ils arrivent à dire que c'est pas si mal que ça, par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière, tu régresses. Oui, c'est vrai. Et tu régresses pas quand tu fais finale de conf et tu perds en demi-finale en 6 matchs. Sachant que tu es premier à un moment donné dans le début de saison. Quoi. Pour moi, tu régresses alors qu'à un moment donné, tu étais largement top 6, voire premier même de la conférence Ouest. Donc on verra la suite, on verra ce qui va se passer cet été du côté des Pels. Il y a quand même du talent dans cette équipe quand on va Brandon Ingram, CJ McCollum. Moi, la gestion de leur monnaie tamière, elle est dramatique. Beber Jones la passe. Je pense les 3-4 derniers tirs qu'ils prennent, c'est vraiment du hurrah basket. C'est même pas de l'ISO, c'est vraiment du hurrah basket. Heureusement qu'il va se tirer un peu foot Brandon Ingram, mais le match est
déjà perdu. Donc voilà, un peu décevant, en tout cas pour nous les Pelicans. On va sur le match des Lakers, on revient un petit, on reste dans la conférence Ouest, puisque les Lakers s'en sont sortis. Thomas, on a vu un match, où les Lakers se sont fait dominer 3 quarts temps et demi, et finalement ils s'en sortent avec le talent de LeBron, la rage et l'impact physique d'Anthony Davis, notamment au rebond offensif, et puis la gestion dramatique des Suns, notamment sur les 6 dernières minutes. Des Wolves. Des Wolves, pendant qu'ils ne mettent zéro Terrible. péton. On a vu un film de série B, quoi. Il y a eu du suspense, il y a des restats dans le film, gros budget et tout. Par contre, les gars, à un moment donné, travailler le dialogue, travailler un petit peu le script et tout. Frérot, la fin du match, c'était... Alors, il y a une prolongation, il y a la faute, il y a plein de choses à raconter, mais globalement, le niveau de jeu était cataclysmique. On a tous beaucoup rigolé sur Twitter, etc. En regardant ces 2 équipes de play-in, sans aucun doute. On voit ces stats. Famille, qu'en 5 minutes 58, ils n'ont pas marqué un panier, les mecs. Ils n'ont pas marqué un panier alors ils font un match franchement de haute facture avec de l'adresse. Taurean Prince et Mike Conley sont très très forts. Ils ont souffert là où on attendait, bien sûr. Anthony Davis à l'intérieur, il a dominé sur le rebond offensif. Mais Karl Anthony Towns, malgré ses 5 fautes, a été vaillant. J'ai vu un duel de 2 intérieurs de haut niveau avec du cœur. Tu vois, parfois on dit que Towns est soft et tout ça. Moi j'ai vu un mec qui se bat et qui recule pas entre guillemets. Donc voilà, c'est un drôle de match qu'on a pu suivre. Bon, l'essentiel dans ces matchs-là, c'est de le gagner, c'est de passer, d'acter ta qualif en play-off. Les Lakers ont assuré l'essentiel. C'est vraiment ça que je vais retenir de ce truc-là. J'ai l'impression que le match s'est joué, donc il y a ces 6 dernières minutes qui sont pour... Comment on peut expliquer, Kevin, dans un match comme ça, une équipe NBA, donc où tu es censé quand même avoir la crème de la crème, ne pas être capable de marquer pendant 6 minutes? Pas cadeau. Pas cadeau la question, mais... Comment Toi, t'arrives pas à aller sur la ligne, t'arrives pas à aller avoir il y a plus rien, il y a plus un rien. système un petit peu référence où tu sais que tu vas avoir un Karl Anthony Towns ou Anthony Edwards sur un drive pour les provoquer au moins des fautes. Tout s'est arrêté. Un manque de leadership. Parce qu'à un moment, quand on perd les repères et que t'as quelqu'un qui vient et qui regroupe tout le monde et on parle même que 5 par 5, hein, t'es pas obligé de le faire avec toute l'équipe, mais quand t'es sur le terrain, temps mort, un petit moment, une touche, j'en sais rien, tu regroupes tout le monde. Bon, les gars, c'est généralement ce qu'on faisait, nous, en tout cas, quand ça arrive. Des fois, tu commences le match où il y a 9-0 et vous n'êtes pas capable de marquer, ils appellent un time-out et les gars, ils t'attrapent. Après, quand on retourne sur le terrain, ils t'attrapent, on parle. Mais c'est peut-être un manque de leadership. Je ne sais pas, encore une fois, si l'événement qui s'est passé au dernier match, j'en sais rien. Mais là, il y a clairement... Pourquoi personne n'a pris la voie? Pourquoi personne, à un moment, a essayé de les redresser? Pourquoi je sais pas. C'est dur, ouais. Parce que les Timberwolves peuvent s'en vouloir. Pour moi, ils dominent les 3 quarts du match. Karl Anthony Towns, c'est bon, certes, mais Anthony Edwards passe complètement au travers. Terrible. Tu domines un match avec ton meilleur joueur ou le deuxième, si De la tu veux. saison, en tout cas. Ouais. Voilà, de la saison, qui passe complètement au traviole. Tu marques pas pendant les 6 dernières minutes. Tu t'offres une prolongation? Tu te passes de ton pivot titulaire, où là, quand même... Tu avais le droit de lui mettre une amende à Rudy de le faire jouer parce que quand on voit Anthony Davis, et après je vais te lancer là-dessus, comme il a dominé sur le rebond offensif, je ne suis pas sûr que Rudy, il aurait servi quand même plutôt bien. Il y a quand même moyen là, ils vont jouer au KC, qui est une équipe chiante à jouer. Ils se sont mis un petit peu en danger. Avant que je pose la question à Kevin, il y a un truc qui est clair, en tout cas dans les 6 dernières minutes, c'est que ça concorde avec la 5e faute et le retour sur le terrain de notre ami Karl Anthony Towns. Et ce qui a très bien marché pendant tout le match, c'est du passing game, c'est du mouvement, des cuts, des tirs ouverts, voilà, du mouvement. Les Lakers font vraiment un très mauvais match et se mettent à défendre. Voilà, tu sais, il y a ce truc, t'es dans une fin de match. Tu connais notre sport, à un moment donné, il y a toujours ce run qui te permet de te rapprocher, surtout à domicile. Ça, ça marche dans tous les matchs. Les Lakers montent en défense, montent en intensité. Dennis Schroeder est très bon dans ce moment-là. Et en fait, il n'y a plus aucun répondant. Et surtout, le répondant proposé par les Wolves, c'est de l'ISO et des mauvais tirs. Et Anthony Edwards, dans ce moment-là, il n'y a plus de pick and roll, il fait un contre 1, il n'est même pas agressif, il prend beaucoup de tirs. J'ai une action de Karl Anthony Towns qui peut jouer un post-up, il a un quart de terrain. Plutôt que de jouer pour lui, d'aller provoquer un truc, il fait une passe à un coéquipier tête de raquette, et puis il horloge des 24. Donc ils ont complètement perdu leur fil, collectivement. Il y avait plus qu'on avait retrouvé sur plus de 3 quarts temps. C'est assez terrible. D'abord, allez les voir ces 6 minutes-là, c'est quand même assez curieux. Et puis il y a un aspect de jeu où ils ont souffert terriblement. C'est la lutte intérieure. On sait Karl Anthony Towns qui fait un bon match. C'est pas sa qualité première, il aime bien être trop large. Mais il fait un bon match. Je répète, il fait un bon match dans son registre. Mais ils ont bon match sur la lutte au rebond, et on sait que dans les matchs de très haut niveau, la lutte au rebond, ceux qui la gagnent souvent gagnent les matchs. Et là, Anthony Davis.
par ses qualités incroyables. Et on adore d'ailleurs ce qui est redevenu Anthony Davis, un bagarreur à l'intérieur. Il fait mal, il a toujours ses petits tirs à mi-distance, mais à l'intérieur, sur les rebonds offensifs, se remettre dedans. Il a massacré la raquette des Wolves. On retrouve un Anthony Davis proche du texte, Kevin. Totalement. Totalement. Mais je pense que même ça va avec sa mentalité de cette année. Hein. Je pense qu'en première intention, c'est là où les gens à chaque fois ils comprennent pas une chose. Je leur dis, mais la première intention, moi, on me disait toujours, essaye d'aller dunker. Si tu peux pas dunker, au pire, tu auras une faute et tu auras quelque chose, tu auras un lay-up. Et c'est comme ça que Mais il faut se mettre dans une mindset où tu vas chercher. Et en fait, je pense que la mentalité d'un intérieur serait de jouer, bien sûr, évidemment, à l'intérieur, d'être le plus proche du panier. Et au fur et à mesure qu'il arrive, tu as des obstacles. Tu te retrouves, si tu prends un shoot à 3, parce que si tu es ouvert, tu es clairement ouvert, tu peux créer ton shoot. Mais je pense que sa mentalité, c'était plus, je shoot à l'extérieur avant. Et l'intérieur, je délaisse un peu petit à petit et j'ai envie de montrer que je suis un shooter. Et au final, sauf que c'est pas ça, c'est pas la raison pour laquelle les parties en NBA. Je me rappelle très bien de la première année qu'il arrivait et de tout ce qu'il faisait. C'est pas cette raison. Et même si le jeu a changé, qu'on veut de lui, on veut des shooters, on veut pas que tout le monde soit des shooters. Il faut quand même que certaines fassent leur rôle et fassent des choses pour qu'on puisse avoir ce shooter à 3 points ouverts en fait. Et je pense qu'il s'est bien cette saison, quand je le regarde, il s'est bien remis. Il a eu des blessures, mais il s'est remis dans le bon état d'esprit. Et il est agressif vers le panier et du coup ça lui donne de la confiance et au fur et à mesure il shoot et quand il se met à shooter à l'extérieur, c'est solide et c'est des bons tirs. C'est des bons tirs. C'est des bons tirs. C'est clair. Il a enfin compris que c'était en jouant comme ça qu'il serait le plus utile à son équipe. Il a fallu 3 ans. Hein. L'année dernière, on l'a quand même vu jouer. Franchement, c'était abusé parce que tu dis des tirs externes. Je vais même plus. Il faisait même des singeries, quoi. Clac, 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 des trucs. Il était au cirque, le mec. Totalement. Gros, t'as un grand pivot des bras. Mets-moi des tomards, des trucs. Et puis t'auras des tirs. Naturellement, voilà. Quand il est dans ce registre, c'est clairement un des meilleurs de NBA. Et puis c'est un casse-tête incroyable. Il fait tellement de bien. Et puis même, il s'est encore fait une petite entente et il continue à jouer. Changement d'état d'esprit. Les Lakers, donc, chopent le 7e spot et retrouveront Memphis. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter sur cette série. On en parlera certainement lundi. 20h30, dimanche. Ouais, dimanche 20h30, ça commence fort. On en parlera lundi dans la libre antenne. Le match-up entre OKC et Minnesota, pour récupérer le dernier spot disponible à l'ouest. Un petit prono, les gars? Non, toi, Erwan, est-ce que OKC le fait? C'est ça la question. Non. Ah là, tu dis non, du coup. Je pense qu'ils vont être un peu courts. Ah bah là, les poteaux Williams avec Rudy Gobert et Anthony Towns, là, à un moment donné, si nos tontons des Wolves, là, ils dominent pas outrageusement la raquette, je comprends plus rien au basket. Voilà. Bravo au Thunder, mais c'est vrai que je les vois un peu courts face à des Timberwolves, que j'ai trouvé bon sur 3 quarts temps, et avec en plus Anthony Edwards revanchard et le retour de Rudy Gobert, je pense que ça va être un petit peu court, sachant que le match est à Minnesota. Kevin, un prono? Minnesota OKC? Il est joueur. L'upset encore, il veut faire l'upset. Il est joueur, celui-ci. Cool, très bien. Bon, on est à l'ouest. Pour tout ce qui se passe en interne et être sûr que tout ça soit réglé. Ah, mais ça se tient, t'as raison. Bon, il a été très bon, Kyle Anderson, ceci dit. On est à l'ouest, donc on va... Au nord. À l'est, tu vois, tu te prépares pour le quiz. Ah oui, d'accord. Je te prépare pour le quiz, Kevin. L'autre qui balance le nord. On va à Toronto, c'est dans le nord. On va à Toronto, là. Ouais, on va à Toronto. Tu vois, on va à Toronto. Ouais, on va à Toronto. C'était pas prévu tout de suite comme ça, mais on va à Toronto. Ah non, pardon, c'était une blague, Erwan. On va pas à Toronto, on va bien. Alors dans le sud, j'aurais dû dire. On va à Miami, et c'est pas la meilleure chose à faire d'aller à Miami, sauf pour les Hawks, qui sont laissés imposer donc dans ce play-in, qui eux, pareil, boum, chopent le 7e spot et vont affronter les Boston Celtics. J'aimerais qu'on s'arrête quand même sur Miami, qui perd à domicile ce play-in, donc il va se retrouver à jouer face aux Bulls, parce que les Bulls ont battu Toronto à Toronto, on va y revenir dessus. Un petit mot sur la saison de Miami, quand même, c'est assez dramatique. Avant de vous demander votre avis à vous deux, je te demande ton avis à toi, mais c'est pas toi qui vas le dire maintenant. Enfin, vous allez comprendre. Mais j'étais surtout très déçu, mais par l'ambiance totale. Personne dans la salle, pas de kiff, pas d'intensité, pas le match de play-in auquel tu étais censé être prêt. Donc voilà, une équipe qui a de l'expérience, du vécu collectif, encore une fois. Normalement, tu finis à 44 victoires, dans un autre temps, tu es qualifié 7e, on est à moins ce débat-là, mais sauf que tu as un match à jouer. Je ne comprends pas ce qu'ils sont venus faire hier soir sur le terrain. À domicile comme ça, c'est incompréhensible. Incompréhensible, et donc Miami qui aura encore un match pour tenter de sauver sa saison, même si cet été, il faudra faire certainement des choix. On va aller sur Atlanta qui nous régale depuis l'arrivée de Quinn Snyder, et puis aussi une forme de revanche. Alors c'est sûr qu'un match, mais on se souvient que l'année dernière, Trae Young s'était fait marbrer, massacrer par la défense du 8. Cette année, il a été très bon en play-in, et surtout une belle œuvre collective et défensive de la part des Hawks. Ouais, c'est clair, j'ai adoré ce qu'a dit Trae Young en conférence d'après-match, où en fait Jimmy Butler disait que c'était qu'un seul match et qu'ils allaient se projeter vite sur les playoffs. Il a dit, moi je vais faire en sorte de le faire mentir
tirs tout simplement et que ce soit pas si simple. Trae Young a été très très bon, mais tu as raison de parler de tout le monde. Clint Capella a pris 21 rebonds, a marqué 4 points. Normalement, c'est l'inverse en général. 21 et 4, c'est rarement dans ce sens-là. Il a été très bon face à Bam Adebayo. On regarde le duel. Bam a été pas bon de l'autre côté. Donc, un grand avantage à Clint Capella. Mais c'est vrai que même les ailiers ont été bons. Sadiq Bey, Bogdanovic, etc. Ça a été. DeJounte Murray aussi a été bon. Une belle œuvre collective pour des Hawks qu'on imaginait moins bons que Miami, tout simplement. Donc, c'est un vrai upset de faire ce truc-là à l'extérieur. Donc, bravo à Miami, à Atlanta, qui se qualifie en 7e position. Tu les voyais, Atlanta, être capable d'aller gagner à Miami? Notamment en défendant mieux que Miami? C'est l'un des meilleurs match-ups pour battre Miami. Hein. Si tu ramènes cette mentalité hood un peu dans le basket, et pour moi, c'est une des meilleures équipes avec la mentalité, avec un leader derrière qui, lui, a envie de prouver et qui continue à avancer, qui continue à avancer énormément vite. Pour moi, c'est l'une des meilleures équipes, c'est l'un des meilleurs match-ups pour les battre. Surtout que c'est juste après des rumeurs où les Hawks disaient, enfin c'est des rumeurs, hein, mais les Hawks seraient peut-être tentés ou en tout cas ouvriraient la porte pour des Trae Young, donc pour un trade. Donc c'est quand même fou que ça arrive après. Et une belle réaction quoi. Et tu sais ce qui m'a sauté à la gueule sur ce match-là, c'est l'association DeJounte Murray Trae Young. On avait quelques interrogations, il y avait des choses bien, des choses un petit peu moins bien. C'était compliqué cette année d'avoir une vraie lecture. Alors ça reste qu'un match. Mais tu parles de la mentalité un peu thug, un peu hood. Je trouve qu'il a amené ça un petit peu DeJounte Murray, mais de la bonne manière. Tu vois, dans les money time, prendre des gros tirs, être un peu... Voilà, ça, c'est aussi ça, la mentalité hood. C'est pas que mettre des bras et des bons coups, c'est aussi prendre des gros tirs, ne pas s'échapper. Et je trouve qu'il a amené ça et qu'avec Trae Young, il y a un vrai feeling et qu'ils ont emmené tout le monde avec eux. Donc voilà, et forcément, Quinn Snyder qui vient d'arriver, il n'est pas innocent avec tout ça, notamment sur les principes défensifs. Je sais pas, le mec en 3 mois il a réussi à mettre des choses en place alors qu'il y a d'autres qui étaient là depuis 6 mois, je sais pas ce qu'ils branlaient. Hawks Celtics du coup. Ouais, Hawks Celtics. Ça va être sympa. Ça va être sympa, toujours avec cette mentalité comme le dit Kevin, je vois quand même les Celtics s'imposer. Allez, je dis 4-1 parce qu'on aime bien ces nouveaux Hawks. Et qu'ils vont en prendre un domicile, on imagine. Ils vont prendre un domicile. Donc c'est fait pour le 7e spot. Miami donc va jouer contre, moi j'imaginais Toronto, tu imagines Toronto. Tout à fait. Imaginez les Chicago passer. Chicago. Ben voilà, ça sera Chicago quand même. puisque Toronto a décidé de se compliquer la vie, alors qu'ils menaient de 19 points à domicile. Ils ont décidé de faire 1 sur 2 sur tous leurs lancers francs, rater des lancers incroyables malgré les cris stridents de la fille de Rosanne, jeune hooligan. Et puis finalement, les Bulls... comme beaucoup de fois cette année, on va le voir en tableau, sont revenus d'un comeback avec du cœur, de l'envie, et puis avec le talent surtout d'un homme, c'est Zach LaVine, qui a été clairement la bascule de ce match, Tom. C'est exactement un match à l'image de leur saison. Ils sont capables du pire, de vraiment pas être bons, de pas défendre, de se faire dominer, et ils sont capables sur une étincelle ou grâce aux exploits d'une des deux stars, souvent c'est Zach LaVine cette année, de renverser complètement la vapeur et d'aller chercher un match. On voit, c'est que des beaux matchs et des confrontations intéressantes dans ces comebacks fous. Ils sont menés de 19, ils sont à l'extérieur. Ils sont vraiment la tête dans le guidon. Moi, quand Van Vliet met son tir à la mi-temps, derrière, ils arrivent dans un troisième quart et à plus 19, je me dis, bon, bah voilà, ils ont fait le taf. D'ailleurs, on en a discuté hier. Ils sont grands, ils défendent bien, tout le monde est bon, Van Vliet, Siakam et tout. Mon gars, ils sont complètement arrêtés de jouer. Ils se sont fait démolir par un Zach LaVine qui a été exceptionnel d'agressivité. Alors, va comprendre pourquoi c'est un putain de match de play-in et qu'on fait pas de prise à 2 ou d'aide franche sur les mecs qui sont chauds, vraiment. Ils mettent 30 points dans la deuxième mi-temps, 17 dans le troisième quart. Il n'y a pas un moment donné où on se dit, bon, bah, Nick Nurse dit pas, vas-y, venez, on fait des prises à 2. Vas-y, on va arrêter de se faire défoncer par un seul mec. Non, on continue. Allez, vas-y, tac, 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 tac. Et Zach LaVine a été exceptionnel. Donc, c'était pas Nick Nurse sur le banc, c'était Nick Taras, il n'y a pas de défense. C'est exactement Nick Taras. Mais c'est vrai, moi, tu sais que c'est pas la mentalité aux US, mais frérot, en Euroleague, ça n'existe pas. Bon, il y a des mecs qui prennent chaud, mais. Putain, il fait que d'un contre un, que des lay-ups, que des tirs à lui, et il n'y a personne qui vient aider Van Vliet sur beaucoup de changements et tout. Mais gros, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Après, le terrain, il est grand. Hein. Le terrain, il est grand. Non, mais, pour tout le monde. Tu fais des aides franches, tu non, mais laisse pas Beverley tout seul dans le corner, je crois que ça va payer, même s'il en a mis un à la fin. Parce que le risque, après, c'est toujours compliqué, parce que le risque, c'est que lui, du coup, tu cherches à le stopper, et du coup, tu laisses d'autres prendre feu, et la brindille commence et tout le monde commence à prendre feu.
Tu vois, Il faut faire des choix, Ils quoi. ont faire des perdu choix, à la faut fin. faire des Ils choix. ont Non, bah perdu. oui, je suis d'accord, je suis Sans d'accord, changer, je moi. suis d'accord. Moi, si j'étais coach, et je le serais sûrement jamais, en tout cas, je serais proactif. Et ça me rend Ouais. fou de dire que notre basket, là, il te permet de faire plein de trucs, des zones, des trucs, des machins. Quand t'es là, tu regardes, oh, vas-y, oh, on switch. Ah, Van Vliet va bien défendre, c'est sûr, Ouais. sur Zach Lavine. Zach Lavine, il les a démontés. Il a lavé. Il a mis 39, le Qu'est-ce qui va gars. vite. C'est Zach Lavé, voilà, exactement. Zach Lavé hier Et soir. c'est très bien de voir. Honnêtement, moi, ça m'a fait, et ça Ça m'a va. fait kiffer de voir Zach Lavine comme ça, lui, dont on dit qu'il sera jamais un go-to guy, que c'est pas un vrai leader. Hier, honnêtement, pour le coup, Ouais, grand bravo, belle Ouais, œuvre. je pense belle que c'est œuvre, l'un chef. des mecs qui bosse énormément parce que c'est toujours dur de changer. Une fois que les gens ils ont cette mindset de toi en tant que dunker ou quelle que soit la catégorie dans laquelle on te met, c'est toujours dur de la changer et d'arriver au stade de scoreur, de go-to-guy. Et au final, il a montré qu'il est capable. Tu vois. Clairement. sans Comme aucun doute. Vince Carter qui est capable de devenir un shooter au fur et à mesure de sa carrière. Alors que tu vois, et je me dis vraiment là, c'est fort ce qu'il fait. Il a totalement. Il était très bon hier, Il a une bascule incroyable et il a un niveau incroyable. c'est clair. Tu parlais des lancers francs, Erwan. Je vous donne la stat quand même, parce Ouais, qu'il faut la dire. ouais. 18-36. Ils font 18-36 au lancer franc. Je trouve ça. Sachant que dans la dernière minute, tiens, regarde, bah ouais, 36 screams de notre amie, la fille de DeRozan, et ça fait donc 18 lancers À francs domicile. Hein. à Ça domicile. fait tâche. Hein. Gros, ils sont à plus 19. Dans la dernière minute, ils ratent, ils font des. Oh, mais franchement, c'était abusé. Hein. Si j'étais fan des Raptors, je serais fou. Là, y a T'es ça. éliminé, quoi. Ah bah oui, t'es éliminé. Non, mais c'est un truc de ouf. Et Moi. on va voir comment ça se passe cet été. Hein, finalement, moi, je sais parce comment ça que se passait. Ça n'a pas explosé en février, mais là, à mon avis, on imagine que cet été, ça J'espère. va être intéressant de suivre ce qui va se passer du côté des Raptors. Et quant aux Bulls, eux, ils vont retrouver le Miami Heat pour pourquoi pas s'offrir un tour de playoff. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, les Bulls, ils n'ont vraiment plus rien à perdre. Donc, on va voir sur la confrontation. Donc, il y a 3-0 pour les Bulls Ça, en c'est plus fou, hein. cette saison face à Miami. Pour moi, ils ont tout à gagner Chicago sur le fait d'aller à Miami. Et je suis curieux de voir comment Miami va revenir après cette vilaine défaite et la manière surtout face aux Hawks. On va retrouver donc Miami sur un nouveau tour de play-in, mais on va surtout retrouver, comme chaque mois, Polo qui va nous parler un petit peu de l'histoire des Bulls et des Français passés par la franchise. Toi, t'es pas passé par les Bulls, mais t'es drafté par les Bulls. Mais on parle de toi, t'inquiète pas. Allez, on va jouer un peu ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de me citer tous les joueurs français passés par les Chicago Bulls? Un indice, ils ne sont que 4. Je t'entends là, toi, derrière ton écran. Tu penses à Joachim Noah direct? C'est trop facile. On se le garde pour la fin, celui-là. Allez, je t'aide avec le premier, c'est Geoffrey Lauvergne. Notre Français a joué 20 matchs en 2017 avec les Bulls, il a même starté une fois. Passé notamment par Denver avant nous, il fera une bien meilleure carrière en Europe. Pour notre prochain, petite devinette, j'ai une meilleure carrière NBA que Lauvergne, mais une bien moins bonne que Joachim Noah. Tu l'as? Bah oui, c'est Timothée Léo Cabarotte. Comme l'Auvergne, il ne fera même pas une saison entière chez les Bulls. 7 points moyenne pour 26 petits matchs joués, il fera beaucoup plus kiffer chez les Nets après, et en Europe surtout. Le troisième à trouver, c'est un joueur qui a fait 2 saisons à Chicago et qui est le dernier Frenchie à avoir porté le maillot des Bulls. Vous l'avez? C'est Adam Okoka. Comme les autres, il ne s'impose pas. Pendant 2 ans, il prend des miettes de temps de jeu. Mais on se souvient quand même de son baroud d'honneur face aux Pelicans un soir de février 2020. 15 points en 6 minutes, 100% au tir, mais insuffisant pour remporter le match. Mais le boss des Français aux Bulls, c'est Joachim Noah. Joachim, c'est l'un de nos plus grands joueurs du 21e siècle. Avec Derrick Rose, il a porté notre franchise au top de la conférence Est. Jukes a joué 9 saisons à Chicago, tout le monde se souvient de son style inimitable et en plus, il s'est construit un très beau palmarès. 2 fois All-Star, meilleur défenseur de l'NBA et même All-NBA First Team en 2014. Il lui manque juste une petite bague là, mais LeBron en a décidé autrement. La liste est mince donc derrière Joachim Noah, mais les Bulls ont essayé avec nos Bleus et ça aurait même pu être plus glorieux s'ils avaient gardé Kevin Serafin après l'avoir drafté. Malgré le fait que peu de Frenchies soient passés par la franchise, on n'oublie pas que l'équipe des Bulls reste l'une des préférées du public français. Merci Guy. Merci Jordan. Merci, oui. merci qui, merci Polo aussi pour cette magnifique vidéo. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Instagram sur le compte Les Chicago Bulls. C'est un compte qui est directement lié par la franchise des Bulls. Hein. C'est les premiers à avoir fait ça. Je les ai suivis dès le début. Il y avait peut-être 300 followers. Pas rancunier qui t'est tradé au bout de 5 minutes après Non, t'avoir drafté. non, pas du tout. C'était un deal. C'était déjà fait. Quand le deal Oui, était il y a déjà fait. beaucoup de contenu exclusif. Eh oui, Voilà, il y a des trucs qu'on trouvera nulle part ailleurs sur la page Instagram. les Chicago Bulls. Et maintenant, c'est le débat. Oh non. Suns et Clippers, wow, ça me met les frissons tellement que c'est la série la plus bouillante de ce premier tour. On a hâte que ça commence. C'est un premier tour, les gars. Est-ce qu'on est d'accord pour commencer à se dire que c'est le tour le plus excitant?
Oui, oui, pour moi, c'est la confrontation la plus excitante, hein. On a un bracket fantastique avec beaucoup d'upsets possibles, mais c'est vrai que ce 4-5, très attendu, parce qu'on ne savait pas si c'était les Warriors ou les Clippers qui allaient affronter cette équipe des Suns. Il y a tellement de choses à dire, tellement de stars sur le terrain et une opposition de style de haut niveau, et deux équipes qui sont censées être montées pour être champion NBA. Oui, Voilà. totalement. Voilà. Totalement. Moi, j'ai un avis, hein, mais. Ah ouais, j'espère bien que tu as un avis. t'es Non, là mais pour ça. totalement. Moi, j'ai surtout l'impression que l'équipe qui va perdre, c'est une énorme contre-performance de sortir au premier tour. Ah, hein. mais tu me dis toujours qu'il y a la manière et tout ça, là, quoi qu'il arrive, c'est contre père. Ah ouais, là, ouais, bah, Il n'y a premier pas Paul George dans Je une pense, équipe. je pense que les Suns vont au bout, donc. Ouais, ouais. On va voir en tout cas Voilà. sur les match-ups de cette saison, même si vous allez voir finalement ce tableau-là, on ne peut pas en sortir grand chose comme info, tant les confrontations qui ont eu lieu cette saison, il manquait du monde. 2-2 entre les deux équipes, ça va nous aider en plus à se départager. On voit les bilans, donc c'est plutôt serré. Et surtout, on va voir dans le détail, Tom, tu peux enchaîner, voilà, vous allez voir, absent Kawhi Leonard sur le premier match de la saison, sachant que Kevin Durant était encore honnête. Ensuite, Leonard George, pas là. Ensuite, il manquait Thomas Durant. Non, c'est Kevin Durant. Je voulais faire un truc avec Dufan parce que j'ai cru que c'était Dufan au début. Et tout le monde sauf Leonard. Donc en fait, il n'y a pas eu une confrontation cette saison. Ah oui. Une confrontation cette saison où les joueurs ont été, où tous les effectifs ont été au complet. Et ça sera malheureusement encore le cas avec l'absence de Paul George. Bah ouais, c'est très relou. Bon, de toute façon, on ne le découvre pas maintenant. Ça fait 2 semaines qu'il est blessé. Il a été réévalué. Tu me disais qu'on l'avait vu à la salle. Et qu'il Hier, il y a s'était des images qui sont sorties sur les réseaux. On le voyait shooter à la salle. Voilà, le problème, c'est que pour ce type de confrontation, il faut être à 100%. Donc, il devait être réévalué en cours de série, plutôt vers la fin. Écoute, il n'y aura pas Paul George, le deuxième meilleur joueur des Clippers. Bah, ils vont devoir jouer sans lui. Ils vont devoir faire des coups sans lui, surtout. Et ça menuise forcément leur chance à nos amis des Clippers. Kevin, on est frustré avec ce duo Paul George, Kawhi Leonard. On va le voir en tableau, mais au-delà d'un tableau, c'est aussi un ressenti, c'est que ce duo, quand ils signent ensemble, on les imaginait aller au titre ou plusieurs fois en finale, et on regarde année après année, finalement, ils ont rarement joué ensemble, à part dans la bulle, et c'était la première. Ils ont année perdu où ils étaient 3-1. ensemble. Et ils ont perdu 3-1. Ils menaient 3, ils ont perdu. Ah ouais. Donc pour l'instant, ce duo, on n'arrive pas à les voir ensemble au moment opportun. Mais moi, chacun d'entre eux, je les respecte et un d'entre eux, bon, c'est mon pote. Mais j'ai jamais cru que mettre 2 postes 3, parce que pour moi, c'est 2 postes 3 ensemble et ça allait donner quelque chose de ouf. Maintenant, c'est fort. Je suis désolé, c'est pas parce que tu mets Embiid, Jokic et Rudy dans la même équipe que ça veut dire que tu vas te gagner tous tes matchs et que tout le monde va se limiter à marquer 50 points par match parce que tu as 2 gars qui vont défendre. Et... Non, en fait, moi, j'y crois pas forcément que c'était la solution d'avoir les deux. Au final, le temps nous le prouve, c'est comme ça. Et je connais un peu la mentalité américaine quand tu regardes les trucs et les mecs, ils font juste des paris des fois. Ils tentent juste des choses et je me dis que c'est pour ça que les Clippers m'ont jamais excité plus que ça. J'ai jamais trouvé cette équipe parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait un dysfonctionnement dans la façon, dans le leadership. 2 mecs qui sont au même poste, qui font les mêmes choses. J'ai vu ces mecs jouer l'un contre l'autre quand j'étais à Indiana et je me dis, ils jouaient au même poste et tu vois. Donc, je sais pas. Paul George, depuis, c'est décalé. D'ailleurs, c'est un problème. C'est décalé en poste de voire meneur de jeu. Et pour moi, c'est en ça que l'absence pour moi de Paul George est rédhibitoire pour les Clippers. Alors, avec Kawhi Leonard, on ne sait jamais, il y a une profondeur, on va la voir tout à l'heure. Mais le fait de ne pas avoir pris de meneur un peu institutionnel. Ils ont Westbrook. Ils ont Westbrook. Mais pour moi, l'absence de Paul George, elle est beaucoup trop préjudiciable. On sait que les Suns, eux, sont au complet. Qu'avec Kevin Durant, qui est encore dans une phase de retour, c'est 8 victoires. 0 défaite. Et on va regarder les 5 majeurs en face. On va voir les match-ups. Du coup, c'est Westbrook qui joue meneur. Eric Gordon. Duel d'un autre temps entre Westbrook et Chris Paul. Ouais, c'est clair. Hein. Gordon face à Booker. Leonard face à Durant. Nico Batum dans le 5, ça sera à voir. Okoji et Zubac. Les gars, vous savez comment moi je lis ça? Je vais marquer 2-2, 3-3, 5. Voilà, quand je regarde leur truc, je vois 2 mecs, je vois pas une équipe équilibrée. Je regarde l'équipe des Suns. Il y a un meneur, il y a un 2, un 3. Et en fait, peut-être KD encore le seul, voilà, il joue 4 par rapport au nouveau truc, mais c'est très équilibré comparé à... Après, on verra ce qui va se passer dans la série. Mais moi, encore une fois, je reste persuadé que l'équipe des Suns est largement plus équilibrée. Tout le monde a son rôle. Mieux construite, en gros. Voilà, mieux construite. Il n'y a personne qui est là entre 2 postes, qui cherche sa place, qui cherche... Et je trouve que c'est... Et surtout avec la vague, tu vois, le fait qu'on ait commencé à jouer plus vite, qu'il y ait plus de possession. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont encore du mal à trouver leur place, comme quand on parlait avec Anthony Davis.
il a fait cette vague qui est arrivée où tout le monde jouait plus vite, ça l'a un peu affecté, parce que même lui, en tant que grand, il s'est dit, moi, pour rester, il faut que je shoot, il faut que j'existe comme ça, alors que non. Et je trouve que ça, c'est encore un truc à rectifier, et je trouve que l'équipe n'est pas équilibrée. Même si les mecs, je l'entends, qui peuvent jouer 1, ils peuvent jouer 2, mais c'est pas leur vraie position. Ça devrait, encore une fois, jouer dans leur position et aider quand ils peuvent aider, mais pas Paul. Paul va pas se mettre à jouer 1. On va voir, on a vu Bon. les titulaires, on va voir peut-être que la solution côté Clippers, Thomas, elle peut venir du banc, de la profondeur. On sait que les Clippers ont une profondeur et que peut-être le nombre, un petit peu comme les Warriors à l'époque, peut peut-être faire la différence. Et on voit aussi la profondeur côté Suns. Il y a des noms, mais j'ai l'impression moins de talent un petit peu sur le banc des Suns. Ouais, moi je vois un vrai avantage et ça peut faire la différence sur toute une série. C'est l'avantage de la profondeur de talent et de nombre côté Clippers, parce que quand tu prends un mec comme Norman Powell sur les dernières saisons et les dernières semaines, c'est clairement un titulaire en puissance, Norman Powell. Il n'y a rien à dire là-dessus. Un mec à 20 points par match avant d'arriver, et les perfs qu'il a réussi à faire, j'ai pas la sensation qu'il est en face quelque chose, qu'il est du répondant de son niveau. Après, le basket est parfait pour ça et est fabuleux pour ça. C'est collectivement qu'il faut avoir des réponses. Donc, tu as raison, Kevin, sur tout l'aspect des postes, etc. Maintenant, ils se sont construits comme ça. Ça fait des années qu'ils jouent comme ça, sans meneur de jeu, avec des entrées de système très différentes. En fait, ils n'ont pas vraiment de meneur de jeu. Ils n'ont pas un gars qui monte la balle, qui fait une passe. Ils jouent sur la polyvalence de leurs joueurs et polyvalence de système. Donc, Et ça fait des années qu'ils vont pas où ils veulent. ah, mais après, moi je crois quand même qu'on n'a jamais vu cette équipe au complet, donc je peux pas juger une voiture si elle a 3 roues. À un moment donné, oui, elle avance pas, frérot, mais c'est normal. Non, mais tu vois, Mon scooter alors. hein. c'est tout scooter, mais encore, il a toutes ses, il a 3 roues et tu serais surpris, tu peux encore rouler avec 3 roues. Oh là, ça c'est mon Guyanais, ça c'est les memories, ça. Good old memories. Écoute, on verra. Moi, je te rejoins assez en tout cas sur les solutions que va pouvoir avoir Tyronn Lue, justement. Avant d'aller sur le duel que tout le monde veut entre Kawhi Leonard et Kevin Durant, puisqu'on parle de Tyronn Lue, on va parler du duel des coachs. Et il y a 2 coachs quelque part qu'on attend un petit peu aussi au virage, pour des raisons un petit peu différentes. On avait Tyronn Lue, on sait que dans l'adaptation par moment sur des séries, il les fait un petit peu tard. Il a pas mal de certitudes et que des fois, on se souvient notamment avec Doncic et le switch sur Zubac, il a mis quand même quasiment 2 matchs et demi. Il était au bord d'être mené 3-0 avant de faire un changement et s'il avait plutôt porté chance. De l'autre côté, Monty Williams, qui avait été coach de l'année la saison dernière, avait été dramatique en playoff la saison dernière. C'était fait d'ailleurs out-coacher Encore les Mavs. par Willie Green d'abord, puis les Pelicans, il était passé. Et ensuite par les Mavs. Et Jason Kidd, il s'était fait aussi out-coacher. Les Suns passent quand même une saison où Monty Williams, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais ces 2 hommes-là vont se livrer un duel et quelque part aussi vont avoir des choses à mettre en avant. C'est difficile de donner un avantage à un coach ou l'autre. C'est des gars référencés, des gars dont on connaît parfaitement leurs qualités et leurs défauts. Voilà, des meneurs d'hommes exceptionnels, des mecs très proches de leurs joueurs, des anciens joueurs forcément, mais très proches des superstars, totalement adoubés par le vestiaire. Maintenant, tactiquement, j'ai l'impression qu'il y a tout à faire. Il y a des trucs que je peux imaginer, donc jouer small ball ici, là, tu vois, DeAndre Ayton qui domine, tu peux aller sur des pieds avec Nico Batum, mais ça peut marcher aussi de l'autre côté. Si Zubac et Plumlee sont pas bons, tu peux te faire défoncer par les Suns. Il y a beaucoup de choses dont ils vont être capables, en termes de pions sur l'échiquier, là, ils peuvent faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut faire les bonnes décisions au bon moment et dans le courant de la série. Et j'ai envie de te dire, c'est du 50-50. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais j'ai envie de te dire que je peux pas donner un avantage peut-être à un mec qui a été champion, Tyronn Lue. C'est le seul truc. Je pense qu'on verra plus j'espère en tout cas pour les Clippers, parce que pour moi, ils partent un cran en dessous, notamment avec l'absence de Paul George. Je pense que Ty Lue, on va avoir plus d'être proactif, comme tu disais, Tyronn Lue, tenter du small ball, tenter de jouer grand, tenter des match-ups, des zones. J'espère voir ça. Je pense que Monty Williams, lui, va s'appuyer plus sur des choses, sur des valeurs sûres que sont Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul. Ouais. Il y a plus de certitude là-dessus aussi, Voilà, peut-être. Oui, totalement. Totalement, et c'est plus facile de jouer, parce que de toute façon, c'est leur jeu. Ils ont vraiment ajouté une pièce à leur équipe cette année. Ils dealent avec différents trucs, mais ils ont un jeu assez structuré. Ils jouent de la bonne façon, en fait. Et facilement lisible, en fait, quand tu regardes un peu. Alors que les Clippers, ça, c'est... Il va falloir qu'ils jouent là-dessus sur ce côté raison. imprévisible. Je pense vraiment que les Clippers vont devoir jouer sur ce côté imprévisible. On a parlé du duel des coachs, mais le duel qu'on a tous envie de voir, et celui-là, il va valoir son pesant de cacahuètes, c'est Kevin Durant face à Kawhi Leonard. La dernière fois, on les a rencontrés, on les a vus en playoff, KD s'était fait le tendon d'Achille. On espère que cette fois-ci, on va pouvoir voir ce vrai duel.
on les imagine défendre les uns sur les autres, Ah ouais. mais que sur des money time au final. Non, moi j'espère. Alors moi j'espère pas. J'espère que Kawhi il va défendre sur KD. Hein. Kawhi il a le coffre pour. Il est programmé pour ça. C'est un robot, c'est pas pour rien. Moi je veux qu'il soit en Machine, bune à bune. Hein. Va falloir, Je vous le dis. Hein. va falloir le protéger. Non, mais protéger. Surtout que les Clippers, ils ont du matos pour, Oui, mais- pour s'envoyer jusqu'au 4e quart-temps. Là, tu vas pas défendre le match. Moi, j'espère que dès le début, gros, c'est un duel à un moment donné. C'est D'accord. la jungle, c'est le zoo. Bien sûr que collectivement, il y a des trucs. Bien sûr qu'un match, c'est long. Bien sûr. Gros, c'est Kawhi Leonard, Et- KD, je veux les voir l'un en face de l'autre. Là, c'est le contexte. Tu penses, Bah ouais. tu penses que quasiment les 80% du temps, Kawhi va défendre sur Bon, KD, j'ai jamais dit ça. Non, mais merde. il- quoi. il- C'est moi qui pose la question, j'ai pas dit ça. Ah, Il, c'est vrai, excuse. Malade, celui-là. il devrait, après, dans tous les cas, ils vont le manager. Il faut qu'il apporte des deux côtés du terrain. C'est un défenseur hors norme. Moi, c'est un mec, hein, je vous dis honnêtement, j'étais à Indiana, j'ai la balle dans ma main, je le vois en tête de raquette. Je te jure, je me dis, s'il fait un pas de plus, je la passe. J'ai la balle. Le temps que je fasse ça, la balle était partie de ma main. Et je te promets, ça m'a choqué parce qu'en fait, il a des grandes mains. Et donc, c'est un défenseur incroyable. Même maintenant, on sait aussi que C'est par le rapport meilleur à son scoreur. corps, son état de physique, C'est le meilleur scoreur de cette équipe-là, c'est le meilleur défenseur. Ma question, c'est est-ce qu'il pourra assurer les deux? Ouais. Ou est-ce qu'on peut imaginer de se dire, mission sur KD, je lâche un peu le scoring, et que derrière, on voit d'autres comme Norman Powell peut-être, comme peut-être Westbrook, comme Eric Gordon, avoir un peu plus de ballon? Non, moi je pense que Ou est-ce c'est. qu'il faut all-in Gros, non, pas all-in. Moi, je pense Mec, pas. on parle de Kawhi Leonard. Ouais, Tu sais, il y a d'autres mecs sur lesquels je dirais oui, il faut protéger. Gros, c'est Kawhi Leonard. T'as raison de dire que c'est le meilleur défenseur de son équipe. Gros, pour moi, le meilleur défenseur de l'équipe, il est pas sur le meilleur joueur d'en face. Déjà, on se trompe. Voilà, mec, Sauf que c'est une sauf- affaire de duel. sauf qu'il y a beaucoup de joueurs qui, en fait, bah, ils ont un peu calmé ça. J'ai l'impression où bah, les stars ne se défendent pas vraiment, en fait. Pas tu vois. toujours. Pas toujours. Pas toujours. Pas assez. Mais ça dépend de qui on parle. Ça dépend- Le Kawhi, il a ça en lui. Alors, je répète quand même que KD sort la plus grande saison de l'histoire en adresse. Hein. Donc, 55% au tir au global, 40% à 3 points et 40%. 90% au lancer franc. Sachant qu'à 2 points, il a 60% au global pour un extérieur. Ça n'a aucun sens. C'est des stats normalement de pivot qui Un fait sniper. qui fait des alley-oops. Hein. Un Et pas des sniper. pivots techniques Ouais. comme toi. Hein. Toi, t'es pas à 60. Je parle de mecs Non, qui. oui, hop, totalement. voilà, hein, qui met. Tu qui met faisais le la couvert. loupe un peu aussi quand même. Oui, oui. Ça lui est arrivé Je- 2 fois dans une saison, une fois. De quoi? De faire. Alley-oop. Ouais, non. Donc, Non, mais- en fait, vraiment, je reviens sur le duel. Bien sûr qu'il y aura des changements, des trucs. Mais dans ce que tu veux imprimer à l'autre, si Kawhi Leonard défend pour se protéger, parce que le deuxième, c'est Devin Booker, donc il est obligé d'être sur l'un des autres, l'un des deux. Sinon, il est sur Josh Okogie. Frérot, il y a un truc que je vais pas expliquer. On va pas le planquer, Kawhi Leonard, rassurez-moi, les Non, mecs. totalement. Tu vois? Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on va pas le planquer. Mais Ah après, ouais. c'est vrai qu'il faut voir s'il est. Je sais toujours pas s'il est vraiment en capacité de stopper KD. Et dans ce cas, s'il donne tout en défense, est-ce qu'il sera aussi efficace en attaque? C'est ma question. Tu as le c'est- droit de voir c'est- pendant la saison. C'est extrêmement dur. Mais maintenant, faut voir. Il a le faut coffre, voir. t'as raison, il a le coffre. Ah et ouais, puis, Il a- Frérot, il a puis- pas joué pendant et un puis an et demi, il a il a pas vas-y, joué pendant 2 ans. Donc, Ouais, à c'est voir. bon, là. On a parlé de ce match-up, mais il y a les Suns, on va pas les réduire à Kevin Durant, hein, parce qu'il y a Chris Paul, Bien sûr, donc, bien qui est quand même maintenant plus dans une 4e option à vouloir faire jouer les mecs, à mettre en ordre, mais il est toujours capable de mettre des gros tirs. Ouais. Et puis il y a Devin Booker qui va être aussi un bon casse-tête. Mais là, encore une fois, on a l'impression qu'ils n'ont pas de mecs du niveau de Booker à envoyer les Clippers, sachant que Kawhi serait sur Kevin Durant. Par contre, ils ont du nombre à envoyer. Alors, tu veux que Devin Booker et Chris Paul, parce que c'est deux trucs Non, mais différents. Alors, Devin Booker, je pense va que s'en vas-y, si tu veux. Westbrook peut essayer de le gérer. C'est Eric Gordon qui débute pour l'instant. Donc Booker, Eric Non. Gordon. Booker, Gordon. Moi, pour moi, ils sont un peu. Dans Moi, le je mets- 5 majeur, Moi, dans la line-up de base. je mettrais vraiment Westbrook sur Chris Paul pour un délire un peu De duel encore. de voilà. duel, de psychologie presque, où Westbrook va avoir envie de prouver, même si on sait que c'est pas un mec de mission défensive, mais sur l'adrénaline, sur l'envie, pas sur la défense pure, comme on en voit qui dit sur. Et j'enverrai Rick Gordon sur Booker, mais qui est quand même bien moins mobile et bien plus tanké, donc il va moins vite que Devin ouais, Booker. ça Ça quoi. fait mais longtemps du coup- qu'il est là. Moi, je suis allé en NBA, il était là, je suis parti, il est encore là, je suis pris ma retraite, il est encore là. De quoi? Gordon, je sais, ça fait super longtemps qu'il est là. Ah oui, oui, oui. attends. Après, moi, on peut aussi penser à un autre truc, et je pense qu'ils vont le faire, que Nico Batum soit sur, que Nico soit sur Booker. Et Moi, que et Nico soit sur Booker. et tu mets Gordon sur Okogji. Bah ouais.
Bah oui. Franchement, Nico Batum, il va défendre sur, Il va faire sur tout l'un le et monde, l'autre. hein. Voilà, Le Zubac à Chris Paul, il va tous les faire. Mais la question aussi, c'est comment ils vont défendre. Ils vont défendre. Ils vont pas garder tout le temps les mêmes mecs. Est-ce qu'ils vont switcher? Ils vont switch surtout, tout le temps. Ils font ça tout le temps. Donc Zubac, il va avoir des match-ups défavorables. Ils vont changer. Et c'est pour ça que Nico est très important là-dedans. Donc voilà, bien sûr, j'aime bien parler de duel, mais c'est tellement important le système défensif de l'équipe. Et leur système, c'est de changer surtout. Bon bah, est-ce qu'ils vont continuer à faire ça? Moi, j'espère quand même qu'ils vont. Que Zubac va pas se retrouver sur KD ou sur Booker. Switch. Ah putain. Moi, je suis pour switcher. Je suis pour qu'on sache qui switch avec qui Voilà. aussi. Ah, Voilà. que ton grand ne soit jamais sur le meilleur score adverse. Je pense que tu changes tout sauf 5 en fait. Les 5, non, tu. Ouais, mais c'est pas ce qu'ils font. Ils font switch all. Hein. Il switch tout. C'est pas trop. C'est pas trop. Par rapport à Chris intéressant à Paul, voir. par rapport à Chris Paul, tu disais 4e option de l'équipe. Tu te souviens en début de saison, moi je te disais que mon gros doute, c'est de savoir est-ce que Chris Paul allait être assez bon offensivement pour que les Suns passent un cap? Parce qu'il va avoir des grands tirs ouverts. On l'a vu mettre 25 là, il y a quelques jours là, en fin de saison régulière, où il a beaucoup de tirs et il était très adroit. Et tous ses coéquipiers lui disent gros, faut que tu prennes tes tirs. Hein. Là, on n'a pas besoin de Chris Paul gestionnaire, on a besoin d'un mec scoreur, comme il a été avec les Rockets, avec James Harden, où dans les fins de match, il était super fort, où il jouait des 1 contre 1 et tout ça. Ils ont besoin d'un mec qui soit fiable offensivement, qui soit à 17 points par match, j'ai envie de te dire. Bon, après, on verra, mais 17 points par match, avec de l'adresse à 3 points, ils seront hyper gagnants. Il aura des positions. Est-ce qu'il est capable, encore aujourd'hui, d'être impactant comme ça sur une série de playoff de très haut niveau? C'est une question que je me pose. À voir. En tout cas, on imagine que Russell Westbrook va le challenger. Mais c'est vrai que je me souviens du match face aux Mavs, où les Mavs avaient fait poker. Ah bah voilà, c'est ça, contre les Mavs. Poker Merci, sur c'est Chris ça. Paul. Il avait Et été très très fort. Il avait été très fort dans des tirs clutch. C'est toujours bien d'avoir vos avis, mais c'est toujours mieux d'avoir l'avis de la communauté. Messieurs, on a 3 commentaires pour nous donner l'avis sur cette série. On a compris que pour l'instant, sur le plateau, on était plutôt pro-Suns. Non, mais on voyait les Suns passer. Je vote Phoenix, car entre le Big Four, la déception de l'an dernier et le fait que Paul George ne soit pas là au début de la série, la profondeur des Clips est intéressante sur un long run de playoff, mais sur un premier tour, vu contre la rotation resserrée des Suns, nos pronos 4-2. Ouais, ça se tient. Make sense. Make sense pour notre ami Victor JCF. J'ai bien peur que l'absence de PG déséquilibre grandement la série. Il apporte de la stabilité, de la sûreté au scoring et crée pour les autres. En revanche, on sait que les Clips ont du matos sur ce poste-là, avec beaucoup de joueurs numériquement qui peuvent tenter de combler. En revanche, les Suns ont tous une chose en commun, une obligation de revanche. Je dirais donc un bon 4-2 pour les Suns, car LA ne lâche jamais rien. Pas mal. On est encore assez là-dessus. facile. Assez facile, KD va se fracturer l'articulation. Un kudos, putain, après 10 minutes, il restera les 7 matchs de la série. CP3 va choke sur les dernières minutes du Game 7, comme d'hab, et les Clippers vont passer. Wow. Doigt dans le pif, 7 prédit. Second degré, j'imagine, pour le club. Vous avez des médiums dans. Second degré, on a des humoristes en tout cas. Évidemment, c'est pas ce qu'on imagine, mais moi, je vais sur les Suns parce que. Et c'est bien de parler des coachs, de la profondeur, de ce qui va se faire défensivement. Pas du secteur intérieur, mais il y a plein de trucs. Voilà, le secteur intérieur, parce que je pense que Terrence Mann qui peut jouer petit, d'avoir Plumlee, Zubac, Surayton, ils ont du matos à leur envoyer. Pour moi, l'absence, et je dis bien pour moi, l'absence de Paul George. Après avoir, si tu fais 2 bons matchs là-bas, que tu arrives à en choper un et que Paul George revient au bout de 2 matchs, pourquoi pas. Mais moi, l'absence de Paul George, elle est rédhibitoire. Sur la création, sur le playmaking, défensivement aussi, parce qu'on disait Booker, t'envoies qui? C'est Paul George qui est censé s'en occuper. Donc pour moi, sur le playmaking, si Paul George ne revient pas après 2 matchs, pour moi, ça sera. Et comme il disait dans les commentaires, c'est une équipe qui lâche pas, c'est une équipe qui peut s'accrocher. Mais pour moi, sans Paul George, ils peuvent pas le faire. Moi, je dirais même un match. Hein. Honnêtement, c'est une question de rythme. On sait que les playoffs, une fois que t'es lancé dedans, en fait. Et même si t'arrives et. Il n'aura pas le même rythme que les autres. Il faut toujours attacher. Tu vois, t'as toujours cette. Tu commences, t'as toujours un peu au début ce souffle. Les premiers allers-retours là. Toujours le truc, tu vois. C'est clair. Et c'est ça en fait. Et à ce moment-là, il lui suffit d'un panier ou 2 paniers pour prendre confiance et prendre son truc, ou de se prendre 2 paniers, de louper 2 et tu vois rester dans un truc. Donc, c'est pour ça que je me dis c'est vraiment aussi dangereux. C'est une fois que la série est lancée. Il y a des équipes, elles attendent la fin, elles vont la prochaine. Tu rentres dans le. Si jamais vous passez, tu rentres dans le prochain truc, tu vois. Mais je me dis, il faut voir. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je vous rejoins sur les Suns. Hein. Moi je vois une série très serrée, très longue. Paul George ou pas Paul George. Pour moi, Paul George fait la bascule pour donner un vrai avantage aux Suns. Mais je pense qu'il y aura que des matchs serrés. Vraiment. Non mais vraiment, que même les premiers matchs à Phoenix. Je sais pas qui en sortira gagnant, mais il y aura que des matchs serrés. J'imagine pas du tout les Clippers. Moi, je te rejoins. Passer à côté complet. Non, je te rejoins, mais je te là, la question, c'est est-ce que les Clippers peuvent passer?
J'ai dit, moi j'ai dit Paul George, Suns. c'est non. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a eu toujours des surprises, des trucs, mais pour moi, c'est Suns en 7. Série longue et âpre série à la Muerte. Début de la série, Ça, c'est à minuit samedi soir, je crois. Hein. en même temps que les Knicks se cavent, je suis pas sûr. Ah bah non, bah dimanche soir alors. C'est dimanche soir. C'est dimanche soir. Je vais Si, dire. non, mais c'est à minuit, hein. Ça c'est sûr. Ouais, moi, je me lance pour un 4-1. 4-1 carrément. Ah, 4-1. Ah ouais, tu respectes Ouais. pas les Clippers et Kawhi comme ça? C'est pas que je respecte pas, c'est que je respecte les Suns. Et 4-1. Moi, je vois pas. Ça va durer. Les premiers matchs, ils vont d'abord faire leur truc. Ça dépendra vraiment des premiers matchs, de ce qui se passe à Phoenix. Premier match, du coup, dimanche, 2h du mat. Ah, à 2h du Phoenix. mat, ok. Voilà. Ah, c'est trop tard ça, on a plein de trucs le lundi. On va devoir veiller encore toute la nuit. Allez, on a Terrible. parlé d'une série très excitante à l'ouest. On va parler d'une autre série très excitante. On était à l'ouest, on va. On va dans la palette surtout, parce qu'on a fait une palette sur Julius Randle pour présenter la série entre les Knicks et les Cavs. Surtout que je suis pas informé. En fait. Les Knicks joueront donc les Cavs en premier tour des playoffs. C'est une série très excitante là aussi. Et on va voir en tableau que l'avantage sur les confrontations directes est largement pour les Knicks, qui ont gagné 3 fois sur 4 cette saison. Pourtant, le bilan est à l'avantage donc des Cleveland Cavaliers, qui auront l'avantage du terrain. Malgré ce bilan-là, et malgré un énorme match cette année de Julius Randle face aux Cavs, il avait sorti un 38 points, on s'en souvient. Juste un truc, Julius. C'est quoi là C'est Jay-Z c'est quoi le... Ouais. La touffe. Non mais la touffe, le visage, y a rien. Il est juste Il là prend en plus mode... soin de lui, il Ouais. pas tranquille maintenant. Juste il est là. en mode dogs. Ah. Ah, il est énervé avant les playoffs et il nous doit une revanche. On en parlera après. Thomas, on a voulu surtout, on a eu l'impression, hein, quand on fait la réunion pour créer l'émission le First Day Show, on se dit, on a l'impression que la défense des Cavs est le pire match-up pour Julius Randle. Ça ne s'explique pas spécialement dans les résultats de la saison, ça ne s'explique pas sur toutes les stats qu'il a pu faire face à cette équipe-là, mais en palette, on a voulu essayer d'expliquer pourquoi les Cavs pouvaient être le pire match-up pour Julius Randle. On va commencer par un truc simple. Vous l'avez vu, c'est la meilleure défense NBA. Bon bah voilà, c'est déjà une bonne raison. Commençons par la première palette. Sur des actions très très simples, vous allez suivre ça, mais parce que le jeu de Julius Randle est entre guillemets très très simple à lire, mais il est tellement fort qu'il arrive à performer. On regarde Julius Randle dans du 1 contre 1, qui va donc en tête de raquette, et la coupe de Bronson là, se la garder, hein, tout simplement, pour shooter. C'est déjà quitté un petit gars des Cavs là, qui défend sur lui, et qui lui laisse un petit peu d'espace. Et Julius Randle, dans un move qu'on pourrait qualifier du dimanche matin, va prendre un tir tranquille, mais ce qui est intéressant, et ce qui va être très important, c'est de réduire la distance sur les tirs difficiles de Julius Randle. Julius Randle prend beaucoup de tirs extérieurs difficiles après step back. Il en a mis énormément cette saison, tout au long des matchs qu'il a disputés. Mais l'une des clés de cette série, c'est la faculté aux Cavs, grâce à la longueur de leurs joueurs, à gêner Julius Randle pendant toute la série. La dissuasion, le contester, parce qu'on sait que même quand il est contesté, il aime bien prendre des tirs compliqués. C'est ce qu'on va voir. Hein. Oui, absolument. Donc, première action très simple. On enchaîne sur une deuxième action simple, parce qu'en fait, c'est des principes défensifs qu'on devrait retrouver dans toutes les équipes, mais là, ça prend tout son sens avec les Cavs. Encore un contre 1 de Julius Randle en tête de raquette. Cette fois-ci, il va dribbler, un dribble croisé, c'est Evan Mobley qui défend sur Julius Randle. Il va le jouer en finissant, comme souvent, bien sûr, hein, sur sa main gauche, vous allez le voir. Evan Mobley défend bien, il n'y a pas de tir possible. Il va faire un dribble à droite, faire ce speed move, la bonne défense, sans faute d'Evan Mobley. Evan Mobley est mobile, Evan Mobley est grand, et Evan Mobley va contrarier ce lay-up de Julius Randle. Erwan, tu parlais des tirs difficiles. Là, on pourrait imaginer qu'il fasse autre chose. Non, il va quand même y aller comme un fou, ce fou de Julius Randle, pour tenter ce lay-up ultra difficile. Pas qu'il soit pas capable de les mettre, mais en fait, la défense des Cavs va pouvoir le gêner, encore une fois, sur la dissuasion et la longueur de ses joueurs. Lui rendre la vie difficile. Après, s'il est dans un bon soir, ben, tant pis pour la défense. Mais s'il est dans un mauvais soir, on voit qu'il s'adapte très peu. Il a du mal à être dans la... Je suis pas dans un bon soir, je vais être plus dans la passe. Il va, quoi qu'il arrive, prendre son volume de tir. Ouais, une très bonne, en tout cas, il a bien étudié son scouting report. Le spin move, il le fait très souvent, tu as raison. Hein. Et il a bien étudié, il a vraiment attendu, il n'a pas sauté avant, il n'a pas... Donc, oui, déjà, c'est bien parce que ça montre une certaine discipline, tu vois, dans l'équipe. Et à partir de là, oui, je pense clairement que ça risque d'être difficile. Maintenant, on connaît, Julius, s'il prend feu... Ah bah là, de toute façon, s'il prend feu, comme toutes les superstars, Voilà, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses C'est ça. que tu peux faire avant qu'il prenne feu, Ouais. le contrarier.
Et Evan Mobley, t'as raison de parler de l'intelligence défensive. Il se jette pas, et les bras et le truc, il n'essaye pas de le contrer, il essaye justement de le gêner. C'est ce qu'on dit toujours sur les stars, de toute façon, tu peux pas les arrêter, tu peux que les contrarier. Troisième action qu'on va regarder Julius Randle, toujours sur une petite action, là, un contre un. Alors là, non, plutôt, ouais, c'est du 1 contre 1, mais vous allez voir l'intelligence de Cedi Osman sur cette affaire, et c'est un truc que tu peux vraiment faire sur une série de playoffs. Julius Randle, encore une fois, avec cette pause d'écran à 2 balles, je ne sais même pas comment l'appeler. On va voir R.J. Barrett qui va couper. Et surtout, un quart de terrain pour Julius Randle. C'est une action qu'on va beaucoup voir dans cette série pour les Knicks. Alors, j'ai oublié comment il s'appelle. Ouais, j'allais dire Lamar Jackson, mais c'est un joueur de foot US. J'ai oublié son blaze. Lamar Stevens, merci, j'avais bon le prénom. Donc là, le 1 contre 1 de Julius Randle qui va aller sur sa main droite. La bonne défense de Stevens là-dessus, et Cedi Osman, qui lui aussi a bien étudié le Scouting Report, va venir faire cette petite prise à 2, parce que Julius Randle, il a vraiment tendance à rentrer tête baissée sur le 1 contre 1, à y aller comme un buffle, et à pas regarder forcément ce qui se passe autour. Et ça, sur une série de playoffs, encore plus qu'en saison régulière, c'est des choses sur lesquelles tu peux t'adapter. Le quart de terrain, quand il part à droite, tu peux être sûr à 95% que le ballon il ressort jamais et qu'il va sur un spin derrière ou qu'il va prendre un tir très difficile. Ou le step back dans le corner et tout. Enfin, voilà. Donc là-dessus, pareil. Les Cavs, c'était en saison régulière, mais les Cavs ont déjà bien scouté. Ils l'ont bien scouté, et Julius Randle est un joueur facilement scoutable. Je dis ça de mon canapé, et le gars il a 25 points par match, hein, donc bon. Il apprend, il récite. Ce qu'il apprend, il récite pour toi. Bah, quand tu arrives à un stade où tu vois les choses, même sur ça, parce que c'est vrai qu'il a pivoté, parce que c'est une habitude, mais il n'a pas pivoté parce qu'il devait pivoter. Et il aurait pu continuer. C'était ouvert, il n'y avait personne, il aurait pu juste pu, mais c'est son réflexe, et c'est là que, oui, il apprend, il récite. Tu sais ce qu'il allait faire là? Il allait se mettre en post-up. Tu la vois comme ça, t'accélères, tu mets comme ça. Mais donc du coup, il y a toujours un moment là dans ton angle mort, tu peux te faire avoir. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il a cette qualité, Julius Randle, de fixer. Et à chaque fois, on va le voir, et on va le voir encore sur la dernière palette, il y a au moins toujours 3-4 défenseurs dans la raquette. Il y a quand même des passes à faire. On va voir l'adaptation des Knicks pendant les playoffs, mais on en parlera après la dernière. Quatrième, et donc Erwan va sur la défense et des Cavs. Il va falloir remplir la raquette. Et ils peuvent le faire avec leurs joueurs. Une nouvelle fois, Julius Randle avec la balle en main, sur du dribble. C'est vraiment son style caractérisé. Hein. Il va faire les petits dribbles. Evan Mobley défend sur lui. Il va prendre un tir, honnêtement super difficile. Mais regardez la densité dans la raquette. Il y a 4 joueurs, voire 5 même, autour de lui. Et donc, des passes à faire à ses coéquipiers. Ils sont tous ouverts, hein, pas forcément en position pour tirer, mais le jeu aurait demandé de faire des passes. Le truc de Julius Randle, c'est qu'il aime tirer et que les Cavs doivent en fait le couper de ses adversaires. La Jordan Rule, c'est souvent, on dit de mettre du bois, mais c'est aussi de couper Michael Jordan de ses coéquipiers parce qu'à la fin, ils peuvent plus prendre un tir tellement ils n'ont pas touché la balle pendant 40 minutes. C'est un petit peu ce qu'on devrait retrouver dans cette série, Erwan. Là, on en parle de la meilleure défense donc, de la Ligue, mais c'est vrai que Julius Randle, en playoff, nous doit aussi une revanche. On se souvient de sa série face aux Hawks il y a 2 ans. Alors, c'était pas la même équipe, il y avait beaucoup moins de talent. Mais on sait qu'il a ce truc déjà de vouloir prouver tout le temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil. Ça l'a amené à devenir le leader des Knicks. Mais on sait que des fois, dans son orgueil, il peut être parfois un peu excessif offensivement. Et on parlait des émotions au début de l'émission avec Rudy. Et dans les émotions, surtout sur ces dernières semaines, on l'a vu s'embrouiller avec un assistant, on l'a vu s'embrouiller avec Emmanuel Quickley. Ça va être une pièce importante, Julius Randle, s'ils veulent battre des Cavs contre lesquels ils sont pas favoris, on est d'accord. Moi, je trouve pas que ce soit favori, en tout cas. Non, ça, c'est clair. Non, je pense pas non plus qu'il soit favori. Après, à ce niveau-là, il faut que les mecs soient au meilleur d'eux-mêmes, quoi. Ouais. C'est tout con à dire, mais les playoffs, c'est ça aussi. Et puis c'est ça. Après, il faut se dire, hein, tu sais que quand t'es pas favori, j'ai été dans cette position avec Washington contre Chicago où on les sort 4-0, t'as rien à perdre. Donc, limite, parfois, les mecs, ils sont arrivés là, en fait, et maintenant, ils ont tout à gagner. Et plus ils vont passer, donc ça peut être très dangereux. Juste une envie plus forte que les Cavs peut faire la différence. Donc c'est presque à voir, mais oui, il faut qu'ils arrivent à mieux jouer au basket, mieux se trouver, que Julius, sur cette série, il fasse des choses plus simples, je pense. Et puis pour lui, c'est un rendez-vous important, il faut qu'il confirme. Ouais. On sait qu'il y a des joueurs de saison régulière très forts, Julius Randle en fait clairement partie, All-Star, et puis il y a les playoffs. Souvenez-vous, il y a 2 ans, voilà, en stats, là, il s'est sorti une saison monstrueuse, il avait été MIP. Et derrière un playoff, ça avait été notamment avec des pourcentages et une sélection de tirs dramatique. C'est un nouveau rendez-vous important pour les Knicks, certes, mais pour Julius Randle. Donc voilà, ça va être très intéressant. Ça commence samedi soir à minuit. Alors dis-moi comment tu abordes cette série, ça m'intéresse, en tant que fan des Knicks. Moi, les Knicks, cette année, sont souvent dans les matchs, prennent peu de branlées. On réussit quand même des coups à Boston, à Cleveland.
à New York, enfin n'importe quoi, à Los Angeles. C'est une équipe qui est consistante, qui aujourd'hui a trouvé sa manière de jouer, qui a une hiérarchie parfaitement établie, acceptée par tout le monde, qui a des qualités qui sortent du banc quand les titulaires sont un peu moins inspirés. Il y a beaucoup d'armes. Maintenant, en face, il y a un homme qui est extraordinaire, qui s'appelle Donovan Mitchell, Qui est le meilleur joueur de la série. qui est le meilleur joueur de la série, qui va créer énormément de problèmes. Mais je pense que par le nombre, je suis curieux de voir aussi R.J. Barrett, est-ce qu'il est capable défensivement de s'envoyer, quitte à laisser un peu de la gomme en attaque. On sait qu'il aime bien mettre des paniers, mais est-ce que là, il va être capable de se faire une mission sur une série? Voilà, j'espère que Tom Thibodeau et les Knicks vont essayer de surprendre un peu les Cavs dans leur façon de jouer, parce que si Donovan Mitchell est dominant, après les Cavs, c'est trop facile pour les Il y Cavs. a trop d'ouverture. Hein. C'est vrai que sur le plan des arrières, Jalen Brunson est exceptionnel, mais Darius Garland fait une super saison aussi. Et votre poste 2 côté Knicks, c'est Quentin Grimes qui fait une super saison, mais en face, c'est Donovan Mitchell quoi, à un moment donné. Donc t'as raison. Moi, j'ai vraiment envie de dire avantage Cavs. Mais les playoffs nous surprennent tellement, les méformes, les trucs, les plans de jeu, tout est possible. Avantage Cavs, mais victoire des Knicks 4-2, on finit au Garden dans une ambiance de folie. Tu vois. Oui, j'ai le droit de le dire, c'est mon équipe, j'ai le droit d'être un peu chauvin. Ah mais oui, t'as raison. Il reste pas avec lui là-bas, donc tous les scénarios sont possibles. C'est clair. Tout à fait. Il en a vu, hein, les Knicks. T'inquiète. Voilà, donnez-nous votre avis en tout cas sur cette série dans les commentaires, Cavs ou Knicks, que vous soyez fan ou pas. Voilà, on a hâte en tout cas que ça commence samedi, minuit. C'est les horaires plutôt cool. Ouh, on a fait une émission. Sortie de muscu. Garut. Celui-là Garut, bien sûr. Celui-là pas, celui-là. Garut, c'est dans les Landes, dans le sud-ouest, quand t'es un mec qui colle un toit. Ouh, Kevin, Garut. Garut. Où toi, Garut? On embrasse J.D. Barouillet, hein, qui est le premier homme qui m'a parlé de cette expression que j'adore, Garut. Le quiz avec un mec Garut aussi, qui vomit à la muscu, mais il bosse. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et un quiz tout à fait normal avec un concurrent tout à fait normal. Hein, Kevin? Oui, tout à fait. J'ai fait un quiz tout à fait normal. Comme d'habitude, tout Parce se que passe tu es un bien. joueur comme les autres. J'adore, je te glisse le petit billet à la fin, j'adore le fait que tu dises normal. Voilà, Quelle couleur le billet? Bleu, marin? Bleu. Non, bleu, c'est la clé de bras qui m'a fait. J'étais comme ça après. Mais donc, j'ai fait un quiz normal. J'ai fait 3 G déjà. Je vais vous dire phrase par phrase, j'ai déjà fait quelque chose. Le premier qui l'a remporte. Et un qui suis-je? Tout à fait simple. Vamos. On rentre directement dedans. Tu es chaud? Ouais, je suis prêt, vas-y. J'ai donc déjà inscrit 38 points dans un match. C'était contre les Clippers en 2020. J'ai déjà, cette même saison, tourné à 16,7 points de moyenne. Quand même. J'ai déjà été drafté par Houston. Et j'ai déjà joué dans 6 franchises. Mais je suis dans la même depuis plus de 3 saisons. Et j'ai déjà joué avec Gordon Hayward, André Drummond ou encore Nicolas Batum. Bon, vache. Oh. J'ai déjà joué une saison avec les Knicks. Et les Knicks? Ouais. J'ai déjà joué à la fac de Kansas. J'ai déjà joué. Ah, c'est Maurice. Marcus Morris, ça paraît ici. J'ai déjà joué avec un bandeau et après j'ai eu un Marcus jumeau. Maurice. T'as dit qu'il avait mis 38 points contre les Clippers? Ouais. J'ai compris ça. En 2020. Marcus Morris, il a mis. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, avec les Knicks, d'accord, Avec ok. les ok. Knicks. Pas Marc. les- Ouais. Pas Marquis. Marcus. Ouais, Marcus, oui, ok. Très bien. On enchaîne. C'est l'année où il est très fort là. J'ai déjà inscrit 9-3 points dans un match. Ah. C'était en 2016, contre Houston. Ce même jour, j'ai inscrit 40 points. J'ai déjà gagné 118 millions de dollars dans ma carrière. Vache. Ça fait du bif. J'ai déjà joué 16 saisons en NBA. 16. Et j'ai terminé ma carrière à Dallas. J'ai déjà joué avec Greg Monroe, Matt Barnes ou encore Mike Pietrus. Rashard Lewis. Non. Non. À l'époque, j'ai déjà battu le record de 3 points sur une saison NCAA battue depuis. J'ai dit. Ah, C'est JJ Redick, putain. bravo, ça sort là. Mais oui, putain. Un partout. Le dernier pour vous Je départager. sais pas trop ce que les mecs en fait en fait. Alors, et j'ai déjà été drafté en 99. Oh là. Et j'ai déjà mis 46 points dans un match, 3 ans plus tard, face aux Mavs. Donc en 2002. Et j'ai déjà joué dans 7 franchises. Mais durant mes 13 premières saisons, j'ai joué dans 2 franchises seulement. 99. Et j'ai déjà été 6e homme de l'année. Jamison.
Pardon. Antoine Jameson. Et j'ai déjà joué avec Clint Capella, Tony Kukoc ou encore Jason Kidd. Hein Fais là. Richard Jefferson Non. Jason Terry. Jason Terry, Jason c'est Terry. ici, bravo Erwan. Ouais, Qui remporte ce petit j'ai déjà. Ah oui, 6e homme de Bravo. l'année. Quelle fac? Jason Terry, Arizona. Arizona, respecte-moi enfin. Aussi. Respecte-moi, il a dit. Aussi. Non, mais les mecs, ils croient que. Arizona, frère. Crois que Ah, t'es mais là je comme sais. ça, ils croient que t'es comme moi, t'es là juste là. Arrête, Kevin, arrête, s'il te plaît. On passe au qui je suis et je t'attends au tournant, Kevin. Ok. Je suis né donc le 23 août 1987 en Californie. J'ai donc 35 ans et j'ai quitté les parquets NBA après une dernière pige du côté de la Californie d'ailleurs. Mais commençons par le commencement. En 2005, je suis considéré 16e meilleur joueur sur mon poste du pays. C'est pour ça que je rejoins une grande fac dont je tairai le nom pour maintenir le suspense. Ça, c'est vraiment cette règle. Dans cette grande fac, je ferai un cursus complet jusqu'en 2009. J'ai joué un total de 142 matchs, soit l'un des plus gros totaux de l'histoire que je partage avec un autre joueur. Lors de ma saison senior, je tourne à 14,4 points, 4,7 passes et 50% au shoot. Pas de titre NCAA et en même temps, ça fait un bout de temps que ce n'est pas arrivé dans ma fac. Avec ce bagage, je me présente à la draft 2009 et je serai sélectionné en 21e position par les Hornets de la Nouvelle-Orléans. C'est important. J'arrive dans la franchise de Chris Paul et je profite de son absence pendant 2 mois pour assurer l'intérim. Collison. Collison. Darren Collison, ça Oh sort. l'enculé, Et putain. cette fois, il a pas Oh oublié là le là, nom. putain, le bâtard. Ah, il a une seconde avant moi. Bravo, UCLA. UCLA, Moi, j'étais évidemment. presque, tu me donnais un indice de plus et je faisais le truc Et et. le trade à Indiana après. Ah ouais, Darren Collison. Bravo. Ouais, je suis content, ça faisait longtemps. Ah oui, ça Ah, fait ça longtemps. Ça fait du bien de gagner. J'ai Je plus le qu'à sens aller bien. au Japonais au volonté, c'est une super journée. Hein. C'est pas la pire des idées, ça. Bah oui, depuis 9h, c'est décidé, Erwan. Ah. D'ailleurs, t'as parlé de la cantine, j'ai pas compris, hein, je te le dis. Hein. Ma bad, dude. Les amis, rendez-vous dimanche 16h pour la première partie de l'interview de Victor Wembanyama. Merci Kevin, tu nous as régalé, comme d'habitude. Tu vas nous voir pendant les playoffs? Merci. Bien sûr. Tu voulais qu'on match un match de playoff ensemble, les gars? Wow. Non, je suis sérieux, je propose. C'est à 19h, oui. Vas-y. Et moi, la nuit, je dors. Hein. Ouais, Tu sais, la famille, tout ça. T'as chauffé Aussi. la piscine chez toi un peu? Non, pour l'instant, c'est encore froid. Putain. Froid, en même temps, t'as vu le climat? C'est pas. C'est vrai, Bon, bref, pas on va propice. discuter de ça au japonais. On va discuter du japonais. Merci à Paul en régie, merci à Chris, merci à Jérémy, merci à Tom, merci à Wabidja, merci à la vie, merci au monde, merci. Merci la vie. Merci papa, merci maman, merci les amis. À bientôt. Je vais arrêter avec ça. Tu glissais doucement mais sûrement Doucement. vers... Merci les amis, les mains. Oh, putain, catastrophique.